À 200 pas de la crique se dressait une dune, haute d'une cinquantaine de pieds. Observatoire tout indiqué pour que Gordon et ses camarades puissent prendre une plus large vue de la région. Dès que le soleil fut levé, ils se hâtèrent de gravir cette dune jusqu'à sa crête. De ce point, la lunette fut immédiatement braquée dans la direction du nord. Si le vaste désert sablonneux se prolongeait jusqu'au littoral, ainsi que l'indiquait la carte, il était impossible d'en apercevoir la fin, car l'horizon de mer devait se trouver à plus de 12 miles vers le nord et à plus de 7 vers l'est. Il parut donc inutile de remonter au-delà sur la partie septentrionale de l'île Sherman. « Alors, demanda Cross, qu'allons-nous faire maintenant ?»« Revenir sur nos pas, répondit Gordon. « Pas avant d'avoir pris notre premier déjeuner, se hâta de répliquer Service. « Mais le couvert, répondit Webb. « Puisqu'il faut retourner sur nos pas, fit alors observer Doniphan. Ne pourrions-nous suivre un autre chemin pour regagner Frenchdale ? Nous essaierons, répondit Gordon. Il me semble même, ajouta Doniphan, que notre exploration serait complète si nous contournions la rive droite du Family Lake. Ce serait un peu long, répondit Gordon. D'après la carte, il y aurait de 30 à 40 miles à faire, ce qui demanderait 4 ou 5 jours, en admettant qu'il ne se présentât aucun obstacle sur la route. On serait inquiet là-bas, à Frenchdale, et mieux vaut ne point donner cette inquiétude. Cependant, reprit Doniphan, tôt ou tard il sera nécessaire de reconnaître cette partie de l'île. Sans doute, répondit Gordon, et je compte organiser une expédition dans ce but. Pourtant, dit Cross, Doniphan a raison, il y aurait intérêt à ne pas reprendre le même chemin. C'est entendu, répliqua Gordon, et je propose de suivre la rive du lac jusqu'à Stop River, puis de marcher directement vers la falaise, dont nous longerons la base. Et pourquoi redescendre la rive que nous avons suivie déjà demanda Wilcox. En effet, Gordon ajouta Doniphan, pourquoi ne pas couper au plus court, à travers cette plaine de sable, afin d'atteindre les premiers arbres de Trapp's Woods, qui ne sont pas à plus de 3 ou 4 miles dans le sud-ouest. Parce que nous serons toujours forcés de traverser Stop River, répondit Gordon. Or, nous sommes certains de pouvoir passer où nous avons passé hier, tandis que, plus bas, nous pourrions être gênés si le Rio devenait torrentueux. Donc, ne s'engager sous la forêt qu'après avoir mis le pied sur la rive gauche de Stop River. Cela me paraît sage. Toujours prudent, Gordon, s'écria Doniphan, non sans une pointe d'ironie. On ne saurait trop l'être, répondit Gordon. Tous se laissèrent alors glisser sur le talus de la dune, regagnèrent le lieu de halte, grignotèrent un morceau de biscuit et de venaison froide, roulèrent leurs couvertures, reprirent leurs armes et suivirent d'un bon pas le chemin de la veille. Le ciel était magnifique. Une légère brise ridait à peine les eaux du lac. On pouvait compter sur une belle journée. Que le temps se maintint au beau pendant 36 heures encore, Gordon n'en demandait pas davantage, car il comptait avoir atteint Frenchdale dans la soirée du lendemain. De 6 heures du matin à 11 heures, on enleva sans peine les 9 miles qui séparaient la pointe du lac de Stop River. Aucun incident en route, si ce n'est que, dans le voisinage du Rio, Doniphan abattit 2 superbes outardes huppées à plumage noir mélangé de roux au-dessus et de blanc au-dessous, ce qui le mit en belle humeur. Non moins que Service, toujours prêt à plumer, vider, rôtir un volatile quelconque. C'est même ce qu'il fit 1 heure plus tard, lorsque ses camarades et lui eurent successivement traversé le cours d'eau dans le Halkett Boat. « Nous voilà maintenant sous bois, dit Gordon, et j'espère que Baxter trouvera l'occasion de lancer son lasso ou ses bolasses. »« Le fait est qu'ils n'ont pas fait merveille jusqu'ici, répondit Doniphan, qui tenait en main s'estime tout engin de chasse autre que le fusil ou la carabine. « Et que pouvaient-ils contre des oiseaux ?» répliqua Baxter. « Oiseaux ou quadrupèdes, Baxter, je n'ai pas confiance. »« Ni moi, ajouta Cross, toujours prêt à soutenir son cousin. »« Attendez au moins que Baxter ait eu l'occasion de s'en servir avant de vous prononcer, répondit Gordon. Je suis sûr, moi, qu'il fera quelques beaux coups. Si les munitions nous manquent un jour, le lasso et les bolasses ne manqueront jamais. Il manquerait plutôt le gibier, riposta l'incorrigible garçon. Nous le verrons bien, répliqua Gordon, et en attendant, déjeunons. Mais les préparatifs demandèrent quelque temps, Service voulant que son outarde fût rôtie à point. Et si ce volatile put suffire à l'appétit de ses jeunes estomacs, c'est qu'il était véritablement d'une belle taille.
En effet, ces sortes d'outardes, qui pèsent une trentaine de livres et mesurent près de 3 pieds du bec à la queue, comptent parmi les plus grands échantillons de la famille des gallinacées. Il est vrai, celle-ci fut dévorée jusqu'au dernier morceau, et même jusqu'au dernier os, car Fan, auquel échut la carcasse, n'en laissa pas plus que ses maîtres. Le déjeuner achevé, les jeunes garçons pénétrèrent dans cette partie encore inconnue de Trapp's Woods, que Stop River traversait avant d'aller se jeter dans le Pacifique. La carte indiquait que son cours s'infléchissait vers le nord-ouest, en contournant l'extrémité de la falaise, et que son embouchure était située au-delà du promontoire de False Point. Aussi, Gordon résolut-il d'abandonner la rive de Stop River, vu qu'à continuer de la suivre, il eût été entraîné dans une direction opposée à French Dane. Ce qu'il voulait, c'était d'arriver par le plus court aux premières assises d'Oakland Hill, afin d'en longer le soubassement en redescendant vers le sud. Après s'être orienté avec sa boussole, Gordon prit franchement vers l'ouest. Les arbres plus espacés que dans la partie sud de Trapp's Woods laissaient libre passage sur un sol moins embarrassé d'herbes et de broussailles. Entre les bouleaux et les hêtres s'ouvraient parfois de petites clairières où les rayons du soleil pénétraient à flot. Des fleurs sauvages y mêlaient leurs fraîches couleurs à la verdure des arbrisseaux et du tapis d'herbe. À diverses places, de superbes sennessons se balançaient à la pointe de tiges hautes de 2 à 3 pieds. On cueillit quelques-unes de ces fleurs dont Service, Wilcox et Webb ornèrent leurs vestes. C'est alors qu'une utile découverte fut faite par Gordon, dont les connaissances en botanique devaient en profiter maintes occasions à la petite colonie. Son attention venait d'être attirée par un arbrisseau très touffu, à feuilles peu développées et dont les branches hérissées d'épines portaient un petit fruit rougeâtre de la grosseur d'un pois. « Voilà le trulca, si je ne me trompe, s'écria-t-il. Et c'est un fruit dont les Indiens font grand usage. S'il se mange, répondit Service, mangeons-en puisqu'il ne coûte rien. Et avant que Gordon eût pu l'en empêcher, Service fit craquer 2 ou 3 de ses fruits sous ses dents. Quelle grimace! Et comme ses camarades accueillirent sa déconvenue par des éclats de rire, tandis qu'il rejetait l'abondante salivation que l'acidité de ce fruit venait de déterminer sur les papilles de sa langue. « Et toi qui m'avais dit que cela se mangeait, Gordon !» s'écria Service. « Je n'ai point dit que cela se mangeait, répliqua Gordon. Si les Indiens font usage de ces fruits, c'est pour fabriquer une liqueur qu'ils obtiennent par la fermentation. J'ajoute que cette liqueur sera pour nous une précieuse ressource lorsque notre provision de brandy sera épuisée, à la condition de s'en défier, car elle porte à la tête. Emportons un sac de ces trucs, et nous en ferons l'essai à French Dane. » Le fruit était difficile à cueillir au milieu des milliers d'épines qui l'entouraient. Mais en frappant les branches à petits coups, Baxter et Webb firent tomber sur le sol quantité de ces trucs, dont on remplit une des musettes, et l'on se remit en marche. Plus loin, quelques cosses d'un autre arbrisseau spécial aux terres voisines du Sud-Amérique furent également récoltées. C'étaient des cosses de l'algarobe, dont le fruit donne aussi par fermentation une liqueur très forte. Cette fois, Service s'abstint d'y porter les dents, et fit bien. En effet, si l'algarobe paraît sucré tout d'abord, la bouche est bientôt affectée d'une sécheresse très douloureuse. Et faute d'habitude, on ne peut en croquer impunément les graines. Enfin, autre découverte, non moins importante, qui fut encore faite dans l'après-midi, un quart de mille avant d'arriver à la base d'Oakland Hill, l'aspect de la forêt s'était modifié. Avec l'air de la chaleur qui arrivait plus abondamment dans les clairières, les végétaux prenaient un développement superbe. À 60 ou 80 pieds, les arbres déployaient leur large ramure, sous laquelle jacassait tout un monde d'oiseaux criards. Entre les plus belles essences se distinguait le hêtre antarctique, qui garde en toute saison le vert tendre de son feuillage. Puis, un peu moins élevé, mais magnifique encore, poussaient par groupe quelques-uns de ces winters, dont l'écorce peut remplacer la cannelle, ce qui permettrait au maître coq de French Dane d'en relever ses sauces. C'est alors que Gordon reconnut parmi ces végétaux le pernetia, l'arbre à thé, de la famille des vacciniers, qui se rencontre même sous les hautes latitudes et dont les feuilles aromatiques donnent par infusion une boisson très salutaire. « Voilà qui pourra remplacer notre provision de thé, dit Gordon. Prenons quelques poignées de ces feuilles et plus tard,
nous reviendrons en récolter pour tout notre hiver. Il était 4 heures environ, lorsque Auckland Hill fut atteint presque à son extrémité nord. En cet endroit, quoiqu'elle parût un peu moins haut qu'aux environs de Frenchden, il eût été impossible de gravir son revers qui se dressait verticalement. Peu importait, puisqu'il ne s'agissait que de la suivre en revenant vers le Rio Zealand. 2 milles plus loin, on entendit le murmure d'un torrent qui écumait à travers une étroite gorge de la falaise et qu'il fut facile de traverser à gué, un peu en aval. Ce doit être le Rio, que nous avons découvert pendant notre première expédition au lac, fit observer Doniphan. Celui sans doute que barrait la petite chaussée de pierre, demanda Gordon. Précisément, répondit Doniphan, et que pour cette raison, nous avons nommé Dick Creek. Eh bien, campons sur sa rive droite, reprit Gordon. Il est déjà 5 heures, et puisqu'il faut encore passer une nuit en plein air, autant le faire près de ce creek et à l'abri des grands arbres. Demain soir, à moins d'obstacles, j'espère bien que nous dormirons dans nos couchettes du hall. Service s'occupa alors du dîner pour lequel il avait réservé la seconde table. C'était du rôti, et toujours du rôti, mais il eût été injuste de le reprocher à Service, qui ne pouvait guère varier son ordinaire. Pendant ce temps, Gordon et Baxter étaient rentrés sous bois. L'un à la recherche de nouveaux arbrisseaux ou de nouvelles plantes, l'autre avec l'intention d'utiliser son lasso et ses bolasses, ne fût-ce que pour couper court aux plaisanteries de Doniphan. Tous deux avaient fait une centaine de pas à travers la futaie, lorsque Gordon, appelant Baxter du geste, lui montra un groupe d'animaux qui folâtraient sur l'herbe. « Des chèvres » dit Baxter à voix basse. « Ou du moins, ces bêtes ressemblent à des chèvres » répondit Gordon. « Tâchons de les prendre. »« Vivantes » ?»« Oui, Baxter, vivantes, et il est heureux que Doniphan ne soit pas avec nous, car il en eût déjà abattu une d'un coup de fusil, et aurait mis les autres en fuite. Approchons-nous doucement, sans nous laisser voir. » Ces gracieux animaux, au nombre d'une demi-douzaine, n'avaient point pris l'éveil. Cependant, pressentant quelque danger, l'une de ces chèvres, une mère sans doute, flairait l'air et se tenait aux aguets, prête à détaler avec son troupeau. Soudain, un sifflement se fit entendre. Les bolasses venaient de s'échapper de la main de Baxter, qui n'était plus qu'à une vingtaine de pas du groupe. Adroitement et vigoureusement lancées, elles s'enroulèrent autour de l'une des chèvres, tandis que les autres disparaissaient au plus épais du bois. Gordon et Baxter se précipitèrent vers la chèvre, qui essayait en vain de se dégager des bolasses. Elle fut saisie, mise dans l'impossibilité de fuir, et, avec elle, furent pris 2 chevreaux que l'instinct avait retenus près de leur mère. « Hurrah !» s'écria Baxter, que la joie rendait démonstratif. « Hurrah ! Est-ce que ce sont des chèvres ?» ?»« Non, répondit Gordon, je pense que ce sont plutôt des vigognes. Et ces bêtes-là donnent du lait ? Tout de même. Eh bien, va pour des vigognes. » Gordon ne se trompait pas. À la vérité, les vigognes ressemblent à des chèvres, mais leurs pattes sont longues, leur toison est courte et fine comme de la soie. Leur tête est petite et dépourvue de cornes. Ces animaux habitent principalement les pampas de l'Amérique et même les territoires du détroit de Magellan. On imagine aisément quel accueil fut fait à Gordon et à Baxter lorsqu'ils revinrent au campement, l'un tirant la vigogne par la corde des bolasses, l'autre portant un des chevreaux sous chaque bras. Puisque leur mère les nourrissait encore, il est probable que l'on pourrait les élever sans trop de peine. Peut-être était-ce là le noyau d'un futur troupeau qui deviendrait très utile à la petite colonie. Bien entendu, Doniphan regretta le beau coup de fusil qu'il aurait eu l'occasion de tirer. Mais lorsqu'il s'agissait de prendre le gibier vivant, non de l'abattre, il dut convenir que les bolasses valaient mieux que les armes à feu. On dîna, ou plutôt on soupa joyeusement. La vigogne, attachée à un arbre, ne refusa point de paître, tandis que ses petits gambadaient autour d'elle. La nuit, cependant, ne fut pas aussi paisible qu'elle l'avait été dans les plaines de Sandy Desert. Cette partie de la forêt recevait la visite d'animaux plus redoutables que les chacals, dont les cris sont très reconnaissables, parce qu'ils tiennent à la fois du hurlement et de l'aboiement. Aussi, vers 3 heures du matin, se produisit-il une alerte due à de véritables rugissements cette fois, et qui retentissaient dans le voisinage. Doniphan, de garde près du feu, son fusil à portée de sa main, n'avait pas cru devoir tout d'abord prévenir ses camarades. Mais ces hurlements devinrent si violents que Gordon et les autres se réveillèrent d'eux-mêmes. « Qu'y a-t-il » demanda Wilcox. « Ce doit être une bande de fauves qui rôdent aux environs, dit Doniphan. « Ce sont probablement des jaguars ou des cougars, répondit Gordon.
Les uns et les autres se valent. Pas tout à fait, Doniphan. Et le cougar est moins dangereux que le jaguar, mais en troupe, ce sont des carnassiers fort redoutables. Nous sommes prêts à les recevoir, répondit Doniphan. Et il se mit sur la défensive, tandis que ses camarades s'armaient de leurs revolvers. Ne tirez qu'à coup sûr, recommanda Gordon. Du reste, je pense que le feu empêchera ces animaux de s'approcher. Ils ne sont pas loin, s'écria Cross. En effet, la bande devait être assez voisine du campement, à en juger par la fureur de Fan que Gordon retenait non sans peine. Mais pas moyen de distinguer une forme quelconque à travers la profonde obscurité du bois. Sans doute, ces fauves avaient l'habitude de venir se désaltérer la nuit en cet endroit. Ayant trouvé la place prise, ils témoignaient leur déplaisir par d'effroyables rugissements. S'en tiendrait-il là, et n'y aurait-il pas lieu de repousser une agression dont les conséquences pouvaient être graves ? Tout à coup, à moins de 20 pas, des points clairs et mouvants apparurent dans l'ombre. Presque aussitôt, une détonation retentit. Doniphan venait de lâcher un coup de fusil, auquel des rugissements plus violents répondirent. Ses camarades et lui, le revolver tendu, se tenaient prêts à faire feu si les fauves se précipitaient sur le campement. Baxter, saisissant alors un brandon enflammé, le lança vigoureusement du côté où avaient apparu ses yeux brillants comme des braises. Un instant après, les fauves, dont l'un avait dû être atteint par Doniphan, avaient quitté la place et s'étaient perdus dans les profondeurs de Trapswood. « Ils ont décarpi !» s'écria Cross. « Bon voyage !» ajouta Service. « Ne peuvent-ils revenir ?» demanda Cross. « Ce n'est pas probable, répondit Gordon, mais veillons jusqu'au jour. » On remit du bois dans le foyer, dont la vive lueur fut entretenue jusqu'au premier rayon de l'aube. Le campement fut levé, et les jeunes garçons s'enfoncèrent dans la futaie pour voir si l'un des animaux n'avait pas été abattu par le coup de feu. À 20 pas de là, le sol était imprégné d'une large tache de sang. L'animal avait pu fuir, mais il eût été facile de le retrouver en lançant Fan sur ses traces, si Gordon n'eût point jugé inutile de s'aventurer plus profondément à travers la forêt. La question de savoir si on avait eu affaire à des jaguars ou à des cougars, ou même à d'autres carnassiers non moins dangereux, ne put être éclaircie. En tout cas, l'important était que Gordon et ses camarades s'en fussent tirés sains et saufs. On repartit dès 6 heures du matin. Il n'y avait pas de temps à perdre, si on voulait enlever dans la journée les 9 miles qui séparaient Dig Creek de French Dam. Service et Webb s'étant chargés des 2 jeunes vigognes, la mère ne se fit pas prier pour suivre Baxter, qui la tenait en laisse. Route peu variée que celle qui longeait Auckland Hill. À gauche s'étendait un rideau d'arbres, tantôt disposés en massif presque impénétrable, tantôt groupés sur les bords des clairières. À droite se dressait une muraille à pic, zébrée de couches de galets enchâssés dans le calcaire et dont la hauteur s'accroissait à mesure qu'elle obliquait vers le sud. À 11 heures, première halte pour déjeuner, et cette fois, afin de ne pas perdre de temps, on prit sur la réserve des sacs et l'on se remit en route. Le cheminement était rapide. Il semblait que rien ne viendrait le retarder, lorsque, vers 3 heures après-midi, un autre coup de fusil éclata sous les arbres. Doniphan, Webb et Cross, accompagnés de Fan, se trouvaient alors à une centaine de pas en avant, et leurs camarades ne pouvaient plus les apercevoir lorsque ces cris se firent entendre. « À vous ! À vous !» Ces cris avaient-ils pour but d'avertir Gordon, Wilcox, Baxter et Service de se tenir sur leur garde ? Brusquement, à travers le fourré, apparut un animal de grande taille. Baxter, qui venait de développer son lasso, le lança après l'avoir balancé au-dessus de sa tête. Cela fut fait si à propos que le nœud coulant de la longue lanière vint s'enrouler au cou de l'animal, qui essaya vainement de s'en dégager. Et comme il était vigoureux, il aurait entraîné Baxter si Gordon, Wilcox et Service n'eussent saisi l'extrémité du lasso qu'ils parvinrent à tourner autour d'un tronc d'arbre. Presque aussitôt, Webb et Cross sortaient du bois, suivis de Doniphan, qui s'écria d'un ton de mauvaise humeur. « Maudite bête ! Comment ai-je pu la manquer ?» « Baxter ne l'a pas manquée, lui répondit Service, et nous l'avons vivante et bien vivante. Qu'importe, puisqu'il faudra toujours tuer cet animal, répliqua Doniphan. Le tuer, reprit Gordon, le tuer, quand il vient si à point pour nous servir de bête de trait ? Lui, s'écria Service. C'est un guanac, répondit Gordon, et les guanacs font très bonne figure dans les haras de l'Amérique du Sud. Au fond,
Si utile que dut être ce guanac, Doniphan regretta certainement de ne point l'avoir abattu. Mais il se garda d'en rien dire, et vint examiner ce bel échantillon de la faune shermanienne. Bien qu'en histoire naturelle le guanac soit classé dans la famille des chameaux, il ne ressemble point à l'animal de ce nom, si répandu dans l'Afrique septentrionale. Celui-ci, avec son cou effilé, sa tête fine, ses jambes longues et un peu grêles, ce qui dénotait une bête très agile. Sa robe fauve, tachetée de blanc, n'eût pas été inférieure aux plus beaux chevaux de race américaine. À coup sûr, il pourrait être employé à des courses rapides, si l'on parvenait à l'apprivoiser d'abord, à le dompter ensuite. Paraît-il, c'est ce qui se fait aisément dans les haciendas des pampas argentines. Du reste, cet animal est assez timide, et celui-ci n'essaya même pas de se débattre. Dès que Baxter eut desserré le nœud coulant qui l'étranglait, il fut facile de le conduire par le lasso comme avec une longe. Décidément, cette excursion au nord de Family Lake allait être profitable à la colonie. Le guanac, la vigogne, ces deux petits, la découverte de l'arbre à thé, des trulcas, de l'algarobe, cela méritait que l'on fît bon accueil à Gordon et surtout à Baxter, qui n'ayant rien de la vanité de Doniphan, ne cherchait point à s'enorgueillir de ses succès. En tout cas, Gordon fut très heureux de voir que les bolas et le lasso devaient rendre de réels services. Certainement, Doniphan était un adroit tireur sur lequel on devait compter à l'occasion, mais son adresse coûtait toujours quelques charges de poudre et de plomb. Aussi Gordon se proposait-il d'encourager ses camarades à se servir de ces engins de chasse que les Indiens savent mettre en usage si avantageusement. D'après la carte, il y avait encore 4 miles à franchir pour atteindre French Dane, et on se hâta, afin d'y arriver avant la nuit. Certes, ce n'était pas l'envie qui manquait à Service d'enfourcher le guanac et de faire son entrée sur ce magnifique coursier. Mais Gordon ne voulut point le permettre. Mieux valait attendre que l'animal eût été dressé à servir de monture. « Je pense qu'il ne regimbera pas trop, dit-il. Dans le cas peu probable où il ne voudrait pas se laisser monter, il faudra du moins qu'il consente à traîner notre chariot. Donc patience, Service, et n'oublie pas la leçon que tu as reçue de l'autruche. » Vers 6 heures, on arrivait en vue de French Dane. Le petit costard qui jouait sur Sport Terrace signala l'approche de Gordon. Aussitôt, Bryant et les autres s'empressèrent d'accourir, et de joyeux hurrahs accueillirent le retour des explorateurs après ces quelques jours d'absence.